Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France n'entend pas lâcher le franc CFA. En 2019, la France et les pays de l'Union monétaire ouest-africain avaient pris l'engagement de réformer leur coopération monétaire. Mais cet accord est de plus en plus controversé en Afrique et visiblement au sein de la classe politique française. 241 sénateurs sur les 343 consultés ont validé la réforme de la coopération monétaire entre la France et les pays de l'Union monétaire ouest-africain. Ces travaux de validation ont pris fin le 28 janvier 2021. Mais quels sont les enjeux autour de la validation de la réforme du franc CFA par le Sénat français? Le franc CFA semble-t-il encore avoir de beaux jours en Afrique de l'Ouest? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Banda Kani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Nous allons nous arrêter un temps soit peu sur le franc CFA, notamment avec le projet donc de réforme qui adopte l'éco. Ce projet donc qui a été entériné par le Parlement français, c'est donc la porte ouverte notamment certainement à l'appropriation de l'éco par les différents pays. Nous allons donc voir ce que cette ratification par le Parlement français, quelles sont les conséquences de cette ratification par le Parlement français et surtout de quoi demain sera fait pour ce qui concerne l'éco dans le cadre notamment de la CEDEAO. Et éventuellement de la CEMAC, puisque les autres pays membres de la CEMAC ne sont pas encore prononcés sur la liquidation du franc CFA. Pour en parler sur ce plateau, évidemment, que du beau monde. D'abord, vous, Harold Tagou, vous êtes expert en intelligence économique et j'ai le plaisir de vous accueillir pour la première fois sur mon plateau. Bonjour et merci et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis très heureux d'être invité et de participer à cette illustre émission. Merci. Nous allons, vous savez très bien, vous presser pour donner la quintessence de toute votre connaissance sur le plan économique, notamment de cette intelligence économique et financière, puisque nous allons parler entre autres du franc CFA. Vous êtes également là, docteur Simon Basileke. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir une fois de plus honoré l'invitation d'Afrique Média. Merci encore Fred pour cette invitation et je suis heureux de venir comme tout. Chaque fois que vous m'invitez et que j'en ai la possibilité de venir échanger avec les autres panélistes, mais surtout avec les téléspectateurs, parce que vous avez donné un tour nouveau à cette émission, dans laquelle, une fois que nous avons donné nos points de vue, eh bien, les téléspectateurs réagissent, quelquefois nous interpellent personnellement ou collectivement, et je crois que cette façon conviviale de traiter de l'avenir de l'Afrique est une façon originale et une fois de plus, je souhaite que d'autres plateaux vous imitent. Merci, il faut savoir copier ce qui est bien. Merci à vous, docteur, pour cet hommage. Nous aurons également, à travers Zoom, si la technique nous le permet, Issa Sissé, qui est analyste panafricaniste. Nous aurons également, si donc la technique nous le permet via Zoom, Sébastien Périmoni, il est écrivain, auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Il est rédacteur en chef du site afriquedufutur.com et membre du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Mais nous n'en sommes pas encore là, eh bien, vous êtes également présent, président Banda Kani, qu'on ne présente plus. Bonsoir et merci. Monsieur Bougou, on ne vous présente plus. Je suis heureux que vous m'ayez invité. Parce que si vous ne m'invitez pas, je ne peux pas être là. Donc c'est vous le boss. Et je salue mes copanélistes, Harold Tagou, Dr Basileke, qui me font l'honneur de partager le plateau avec moi cet après-midi. Je salue d'autres copanélistes en Zoom. Et bon, merci de m'avoir invité, je suis là. C'est un plaisir, Président. Puisque vous avez la parole, gardez-la. Merci. Le Parlement français qui a donc ratifié cette pseudo-réforme du franc CFA, c'est une demi-surprise, dites-vous. J'allais dire, fondamentalement, un non-événement du point de vue du combat que nous menons. Oui. Mais ce n'est pas un non-événement du point de vue de la diplomatie, puisqu'il faut tenir compte du fait que nos États sont encore dans les faits embarqués dans cette affaire du franc CFA. Donc ça veut dire quelque chose, d'abord pour les États. Donc il faudra dégager toute la signification de cette ratification par le Parlement français. Mais pour nous, c'est un non-événement. Non-événement parce que, M. Bongo, quand nous on parle ici du franc CFA, quand nous on parlait au début, on dit non, c'est une affaire pour les experts. C'est pour les docteurs en doctorat. C'est pour les professeurs en professorat en économique. Que le professeur Basileke m'excuse, qu'Arnold Tagou m'excuse, je ne parle pas d'eux. Ce sont des gens sérieux. Mais les savants là, on nous a convoqué les savants pour nous effrayer.
Mais regardez que depuis que l'affaire est devenue sérieuse, qu'est-ce que vous voyez en France? Comme c'est un processus politique. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire, vous voyez comment l'État français et celui qui a à sa tête, ce jupitérien-là, est vicieux, pervers, tordu, cruel. Quand nous on parle de ça, on dit non, vraiment, c'est une affaire de vos esprits. D'abord, qui vous dit de parler de ça? C'est trop compliqué pour vous. Et ça ne concerne pas les peuples, ça ne concerne personne. Mais voyez comment, depuis que nous avons imposé ce débat, nous avons enseigné aux Français, nous avons obligé le jupitérien qui est à l'Élysée à descendre sur terre et à comprendre que les temps ont changé et que l'affaire est terminée. Il a été obligé. Vous avez vu qu'il a mis tous les affaires de côté. C'est lui qui pilote ça. Il est d'abord arrivé avec son long coup jupitérien à Abidjan dans le cadre d'un anniversaire curieux. Il est venu célébrer son anniversaire avec M. Ouattara. Nous, on le dit aujourd'hui. On arrive à comprendre comment un président français célèbre son anniversaire à Abidjan avec M. Ouattara, le président ivoirien. C'est bizarre. Quand on connaît les goûts de ce jupitérien-là, il a des goûts bizarres, hein, très très bizarres. Donc, forcément, tout ça a été bizarre, M. Bongo. Il est arrivé, d'abord, sur un ton martial, sur un ton jupitérien, il a décidé, lui, que le CFA est terminé. C'est beaucoup. Ouais. Ça c'est la première curiosité. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est un extraterrestre. C'est-à-dire, et c'est normal, c'est un jupitérien, il ne sait pas qu'il a en face de lui d'autres êtres humains. Il croit qu'il est sur sa planète là. Donc, il décide que c'est terminé, il reprend à son compte tout ce qu'on a dit, alors qu'il disait hier que non, tout ce qu'on dit est faux, que les panafricanistes sont des barbares, ils ne savent rien. Il reprend tout ce que nous on disait, et il se positionne à celui qui met en réformateur, celui qui met faire au franc CFA. Alors on attend de voir ce qu'il va dire. Il sort l'écho. Un crime intellectuel. Parce que l'écho, c'est un processus centenaire de la sous-région, de la région, de la CEDEAO, pour se doter d'une monnaie. Mais M. Macron, foulant au pied toutes les règles diplomatiques, dans la sauvagerie qui le caractérise, il s'est approprié, il a fait un dribble criminel pour dire que l'écho, c'est lui. Et quand on a l'écho, on dit bon, allons donc voir l'écho là alors. Mais on a vu que c'est du Wacron. C'est-à-dire que c'est une affaire qui concerne lui et son ami M. Ouattara, après leur anniversaire. Un truc vide, qui est même pire que l'ancien franc CFA. Parce que le franc CFA avant là, on pouvait comprendre ça que bon, dans les années 45, on pouvait comprendre que, n'est-ce pas, vous avez affaire à des illuminés, des colons purs et durs, de vrais extraterrestres, qui dit, vous savez qu'un colon, c'est un être étrange. Il ne comprend pas que le colonisé est un être humain. En 45, on peut comprendre que les ténèbres de la colonisation aient envahi la tête des Français de l'époque qui signaient les accords entre eux. C'est-à-dire un Français s'assoit un autre Français à côté, il signe, il dit que c'est l'Afrique qui a signé. Bon, on peut comprendre ça. Mais d'où vient-il qu'en 2020, quelqu'un dont on lui prête 40 ans, donc qui est supposé être de la modernité, il ne dit que plus qu'incarner la modernité, et incarner l'actualité de la civilisation humaine. Comment un monsieur comme ça peut décider? Il ne consulte personne, M. Bungu. Il ne parle avec aucun président, en dehors de son ami avec qui il a fait l'anniversaire. Il ne parle avec personne. Personne au courant. Il décide comme ça en bombant le ton que c'est moi. Et il présente l'écho. Un truc qui est pire, M. Bungu. Donc, on a compris que toute l'affaire là, c'était l'affaire politique. Alors maintenant, il va ratifier au Parlement français. Il va ratifier par le Parlement français. Il faut rappeler que ce processus de ratification a connu de hauts débats parce que vous avez plein d'élus français qui ont été les porte-voix de l'opinion africaine. Précisément à ce niveau, Président, je voudrais peut-être relancer à ce niveau. Je reviendrai à vous, à relancer à ce niveau. Je reviendrai à vous. Précisément, Dr Simon Basilikine. On a vu une partie des élus français vent debout contre ce projet de réforme, ce que vous appelez donc pseudo-réforme. Et justement, l'un des députés disait que le projet qu'ils examinent est cynique et trompeur. Et comment comprendre donc que malgré tout ça, que le président Macron et que les élus, la majorité présidentielle donc en France, outrepassent ça? Est-ce que cela n'augure pas d'un projet qui est pratiquement mort-né? Quand on voit la levée des boucliers qu'il y a sur le continent africain, concernant cette réforme. Comme le président Banakadi l'a rappelé tout à l'heure, quand nous avons commencé à évoquer les problèmes du franc CFA, on nous a dit c'est une affaire des Africains.
Mais la France n'a rien à voir avec ça. C'est l'Africain ce sont les Africains qui ont demandé à ce qu'on fasse ce qu'on a fait là. Donc c'est une affaire qui les concerne. Après, quand on a continué d'en parler, oh, vous savez, c'est la rue qui parle, il faudrait que ce soit les politiques africains qui en parlent. Et alors, nous verrons qu'il y a un vrai problème. Mais on n'a pas vu un seul président, en dehors du président Idriss Déby, du Tchad, dire, bon, le franc CFA, c'est comment? Non. C'est toujours à la suite de ce que nous faisons ici, eh bien, tout d'un coup, pour le président Macron, comme vient de le rappeler le président Bandakani, tout d'un coup, le problème est devenu urgent, nécessaire, indispensable et même incontournable. Puisqu'il a convoqué le Congrès français. Le Congrès, c'est en France l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble. Il les a convoqués pour leur dire, voilà, nous allons réformer le franc CFA. Après avoir proclamé pendant des décennies et des années que le franc CFA c'est un problème d'Africains, d'où vient-il que c'est le gouvernement français qui doit le réformer? Deuxièmement, une fois qu'il a décidé de le réformer, il y a en France des gens normalement constitués qui savent que nulle part au monde, et les lois statistiques sont formelles, on n'a jamais vu des pays souverains confier leur pouvoir financier et économique à une puissance étrangère et il en sort du bien. Ce n'est jamais arrivé. Voilà donc tranquillement, M. Macron de chez Rothschild, parce qu'il faut le rappeler, décide que ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que c'est à Paris qu'on va réunir l'Assemblée, les politiques, et heureusement il y a des Français qui les ont rappelés tout au long des débats que ce qu'ils sont en train de faire est non seulement congru, mais que c'est criminel. Parce que un peuple souverain, un État souverain, a deux leviers pour gérer son économie, la monnaie et son budget. Alors, si c'est le Parlement français qui ratifie un accord qui concerne 15 pays africains, je me demande s'il s'agit d'un accord ou d'un dictat. Alors, M. Macron, aujourd'hui, je ne sais pas comment les Français vont nous expliquer. C'est des beaux parleurs, hein? C'est leur langue. Déjà que nous, on se débrouille, c'est leur langue. Ils vont sûrement trouver le moyen de nous dire qu'un État peut dire j'apporte ma garantie à la monnaie de 15 pays. C'est du jamais vu. Voilà. Merci. Vous l'avez pu le constater, chers téléspectateurs, qui nous a déjà rejoint, Sébastien Périmoni. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur. Je vous invite à voir le franc CFA avec les yeux du futur et vous pose simplement la question, est-ce que déjà la démarche même de la réforme, s'il fallait réformer le franc CFA, est-ce que la démarche même pour y arriver n'a pas été viciée, étant entendu que c'est la mère patrie, comme on l'appelait avant, la France, qui prend l'initiative de la réforme. Est-ce que déjà sur cette seule démarche-là n'augure pas des lendemains effectivement qui déchante pour, en tout cas pour les panafricains qui espèrent recouvrer l'entière souveraineté de leur monnaie? Mais est-ce que vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez très bien. Alors bonjour à tous, bonjour aux panélistes et bonjour aux auditeurs. Avant de répondre à votre question qui est très importante, je voulais pousser un petit coup de gueule sur votre antenne contre certains panafricanistes en carton et en particulier un certain Edzem Mwamba qui sur sa chaîne YouTube a repris un passage de mon émission sur votre chaîne cette semaine pour essayer de ridiculiser mes propos quand j'expliquais justement que le problème était celui de l'oligarchie contre les peuples et pas simplement une question de couleur et que le franc CFA et l'euro c'était exactement le même esclavage monétaire et que tous les damnés de la terre n'étaient pas exclusivement africains. Et dans sa vidéo, il essaie de faire croire à ses adeptes qu'il est impossible qu'un Européen puisse se battre avec les Africains contre cette oligarchie, car ce serait forcément de la récupération. Alors je tiens à lui dire que je ne suis pas socialiste, moi. Et bon, pour clore ce débat, ce monsieur s'attaque, et les commentaires de sa chaîne s'attaquent à l'abbé Grégoire, dont j'ai parlé dans votre émission.
et qui a mené un combat acharné contre l'abolition de l'esclavage. Et ces panafricanistes aujourd'hui en carton qui n'ont probablement jamais lu une ligne de l'abbé Grégoire, contrairement à Cheikh Anta Diop par exemple, dont ils se revendiquent, je voulais me faire un petit plaisir en leur faisant une petite citation. Donc, puisque l'abbé Grégoire a écrit un texte qui s'appelle « De la noblesse de la peau » ou du préjugé des Blancs contre la couleur des Africains. Et dans un texte de 1822, il a appelé à des peines infamantes à infliger justement à tous les négriers. Et quand il appelait, ce qu'il disait, c'est qu'il appelait négrier jusqu'au matelot même, qui avait participé à ce trafic honteux. Et je rappelle un texte qu'il avait écrit en 1815, donc de la traite et de l'esclavage des Noirs, dans lequel il dit qu'il faut proscrire à jamais un commerce qui a fait couler tant de larmes, tant de sang et dont souvenirs perpétués dans l'histoire et la honte de l'Europe. Donc voilà, ces gens qui souvent se revendiquent de Cheikh Anta Diop, je les invite à relire ses œuvres. Cheikh Anta Diop lui-même d'ailleurs travaillait avec les Français quand il a créé le laboratoire africain de datation des fossiles archéologiques avec le commissariat à l'énergie atomique. Donc voilà, c'était simplement une réponse à ces gens qui nous attaquent via leur chaîne YouTube, que leur politique de diviser pour mieux régner, ça ne marchait pas, qu'ils ont déjà perdu. Alors pour répondre à vos questions, en effet, le fait que la mère patrie, si vous voulez, organise une réforme monétaire en Afrique, c'est déjà un grand paradoxe. Surtout qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une réforme. Vous savez, tout a été dit dans un livre qui a été publié en 1979, que vous devez connaître, et qui s'appelle « Monnaie, servitude et liberté », dans lequel déjà Monsieur Pouemi, le professeur Pouemi, dit que la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de maintenir sa monnaie, rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Et que, je cite, Pouemi, « Faute d'accorder aux questions monétaires l'attention qu'elles méritent, l'Afrique inflige à ses enfants, et plus encore à ceux qui ne sont pas encore nés, des souffrances tout à fait gratuites. » Donc ça, c'était en 1979. Donc évidemment, ce n'est pas à la France de déterminer. Et si on regarde le projet de loi qui avait été présenté, si vous voulez, à partir de la fin de l'année dernière, entre guillemets, quand il a commencé à circuler, ce n'est pas du tout une réforme du franc CFA. C'est du maquillage. On sait que M. Macron dépense des sommes astronomiques dans le maquillage pour passer sur les écrans de télé le budget de l'Élysée. Mais en fait, il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme. La France reste garant de l'éco, qui change en effet de nom, mais qui ne change pas de structure. J'ai devant les yeux, et c'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs certains députés et sénateurs, vous l'avez mentionné, la cosmétique de cette réforme. Je lis l'article 4 qui prévoit la nomination par le Conseil des ministres d'une personnalité qualifiée au comité de politique monétaire en concertation avec la République française. L'article 5 qui préconise l'envoi régulier d'informations techniques de la BCEAO à la République française afin que de permettre à la France de suivre, je cite, finement le risque qu'elle couvre. Et l'article 8, qui est quand même le plus extraordinaire, le principe d'un retour d'un représentant de la République française au sein de ce fameux comité de politique monétaire en situation de crise aiguë. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout d'une réforme, des pays africains pour recouvrer leur souveraineté monétaire. Et il s'agit bien en effet de la mère patrie qui continue à imposer ce que nous avions appelé, d'ailleurs j'étais porte-parole de Jacques Cheminade dans l'élection présidentielle, et c'est ce que nous avions appelé une curatelle. C'est-à-dire que les fameux 15 pays africains qui sont sous tutelle du franc CFA ne contrôlent ni leur budget, ni leur crédit, ni quoi que ce soit qui leur permette. Donc c'est une curatelle, comme on le fait avec des personnes qui sont fragilisées ou handicapées. Donc c'est un petit peu scandaleux. Et donc voilà, donc ça c'est une première réponse. Et la seule réforme qui vaille aujourd'hui, la seule réforme qui vaille, et vous le savez, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de passer une semaine au Mali, j'ai été invité par un collectif qui s'appelle Yerewolo, et quand on étudie de toute façon ce qu'a fait en particulier Modibo Keïta en 1962, le 1er juillet 1962, vous savez qu'il n'a pas attendu que la mère patrie l'aide à réformer sa monnaie. Il a déclaré de manière unilatérale la création du franc malien. J'ai eu la chance de visiter le mémorial
où toutes les catégories de la population sont représentées sur les billets, plus tous les agriculteurs, les commerçants, les pêcheurs. Enfin voilà, il y a vraiment une idée de créer une souveraineté nationale. Et c'est très intéressant parce que quand on relit son discours du 1er juillet 1962, il est extrêmement clair. Il dit exactement, et je l'ai devant les yeux, parce que bon voilà, on peut faire toujours des grands discours, et souvent on reproche à des gens comme moi qui seraient européens, qui viendraient donner des leçons aux Africains. Il suffit simplement d'étudier l'histoire de l'Afrique. Modibo Keïta est très très clair quand il dit qu'aussi loin, je cite, que nous remontons dans le temps, l'histoire nous enseigne que le pouvoir politique s'accompagne toujours et nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir monétaire est inséparable de la souveraineté nationale, qu'il en est le complément indispensable. Pouvoir politique et pouvoir monétaire ne sont, à dire vrai, que les aspects complémentaires d'une seule et même réalité, la souveraineté nationale. Donc voilà, ça c'est pas du tout quelque chose qui est imposé de l'extérieur aux pays africains. Modibo Keïta était un des grands leaders du mouvement des pays non alignés, et il savait très bien qu'il n'avait rien à attendre de la mère patrie, tout comme aujourd'hui les 14 pays, 15 pays de la zone CFA n'ont rien à attendre, si vous voulez, de la mère patrie et de la France. Et simplement pour conclure mon propos sur ce point, parce que je pense que c'est très important, puisqu'on nous dit que la France garantit la monnaie africaine, est là pour les protéger, pour les soutenir, pour limiter l'inflation ou je ne sais quoi, arguments qui sont totalement fallacieux. Je vais vous citer simplement un seul chiffre. Et je pense que le débat sera clos sur cette question de la nécessité de la tutelle de la France sur la monnaie africaine. Parmi les 15 pays qui sont aujourd'hui sous la tutelle du franc CFA, j'invite nos auditeurs à aller regarder le rapport des Nations Unies sur l'indice de développement humain, donc qui est un rapport qui est publié tous les ans et qui montre le niveau de développement des pays. Et donc, si on regarde les pays qui sont sous la tutelle du franc CFA, je vous dis, sur 189 pays dans le monde, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Togo, le Mali et le Niger sont parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète. Voilà. Donc, à ceux qui voudraient croire que les accords de coopération militaire ou les accords de coopération monétaire sont utiles à l'Afrique, je pense que ces chiffres qui montrent que ce sont parmi les pays les plus pauvres du monde devraient définitivement clore le débat, fermer, si vous voulez, le clapet à la mère patrie et encourager les pays africains à faire ce qu'a fait Modibo Keïta, c'est-à-dire déclarer de manière unilatérale la création d'une banque nationale et d'une monnaie nationale pour leur développement industriel, économique et autres. Merci à vous Sébastien. Je reviendrai à vous dans un instant. Harold Tabou, vous êtes expert en intelligence économique. La question qui se pose aujourd'hui, doit-on parler de liquidation du franc CFA ou de réforme? Ne faut-il pas tuer le franc CFA et sur les cendres du franc CFA créer une nouvelle monnaie? Est-ce qu'il faut-il réformer le franc CFA ou franchement le liquider? Je trouve difficile de répondre de façon très directe à cette question parce que j'ai l'impression que le problème se pose plutôt ailleurs. On ne peut pas apporter une réponse à un problème lorsqu'on ne l'a pas clairement identifié. C'est ça. Je pense que tout à l'heure, le docteur Bassiliquin a dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi est-ce que Macron s'empresse actuellement à faire valider l'écho par le Sénat? Il faut rappeler à ce titre que la France possède 3 zones monétaires en Afrique. Parmi les 3, il y en a une seule qui actuellement fait l'objet de tout ce... La CEDEAO. Voilà. Pourquoi? Comment? Alors, je pense que de façon très directe, on peut se rendre compte que c'est la zone qui s'est le plus rapidement émancipée sur le plan économique et qui a plus facilement atteint, selon le calendrier qui était fixé depuis 30 ans environ, certains objectifs, notamment par rapport à la monnaie unique. Alors, atteindre cette monnaie unique, est-ce que cela joue en faveur des intérêts de la France? Nous ne le pensons pas. Alors, si les intérêts de la France sont menacés, pourquoi voulez-vous que la France reste tranquille? Mon propos ici vise à identifier le problème, à le comprendre pour pouvoir y répondre. Je voudrais qu'on se rapporte dans les années 1990, lorsque Potra
C'était le conseiller du Premier ministre Rocard à l'époque, français. Il estimait qu'à partir du moment où les intérêts de la France sont engagés dans la course pour la suprématie commerciale industrielle dans le monde, il est important et indispensable que les services de renseignement participent à l'élaboration des armes pour la prospérité de la France. Donc nous comprenons que nous sommes ici dans un jeu stratégique, politique de la France qui vise à la survie et à la prospérité de son État. C'est très important de prendre cela en compte. Ok. Donc, pour continuer, rappelons-nous aussi que le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est une devise. Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est une devise. Donc il n'a jamais été question pour l'instant de souveraineté monétaire dans les pays des zones francs. Pas du tout. En plus de la souveraineté monétaire, il y a une deuxième souveraineté qui nous file entre les doigts, c'est la souveraineté économique. Alors, quel est l'impact de cette décision du Sénat français sur l'avenir de notre monnaie? De façon directe, comme le président Bandakali l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que si on parle de ratification, un accord devient valide lorsque les différents États l'ont ratifié. Les parties prenantes, oui. Voilà, les parties prenantes. À ce moment, cette ratification actuellement n'a pas de valeur contraignante juridique ou bien ne permet pas la mise en œuvre de l'éco qui pour le moment reste un projet sur la table. Alors, d'un autre côté, parmi les pays africains, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, de Ouattara notamment, que des échanges au niveau de l'Assemblée sont faits concernant cette ratification. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que Ouattara peut décider pour l'UMOA? Est-ce qu'il peut prendre la décision pour l'ensemble des pays? Est-ce que la décision de Ouattara va être validée par le Nigeria? Je pense que c'est pour le Ghana, je pense que c'est des questions essentielles que nous devons nous poser. Pour le moment, le projet validé par le Sénat français, je pense que c'est beaucoup plus une manœuvre d'influence. Je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'une manœuvre d'influence, qu'il s'agit de préparer dans un premier temps les peuples africains et le peuple français lui-même à la venue de l'éco sous la main de la France pour protéger les pays africains. Protéger les pays africains. Oui, protéger les pays africains. Et c'est important. Et c'est important. C'est important de le comprendre parce que... C'est pour ça que je voudrais qu'il précise mieux pour la nouvelle de nos téléspectateurs. Oui, pour les pays africains. C'est important de le comprendre. Pourquoi convaincre les Français? Parce que un politique qui n'est pas compris ou accepté par son peuple est rejeté. Et il a besoin de convaincre par tous les moyens possibles. Si vous partez sur les sites gouvernementaux français, si vous regardez les différentes publications qui sont liées à l'éco, vous vous dites, mon Dieu, quel est ce pays altruiste? C'est quasiment comme si la France fait des cadeaux à l'Afrique. Comme si la France tient à cœur, comme si c'est une importance vitale pour la France de tenir à cœur la vie et la prospérité de chaque citoyen africain. Mais lorsque nous regardons la politique économique ou alors l'impact des entreprises françaises dans nos différents pays de la zone franc, nous ne pouvons pas dire que cette vision projetée par la diplomatie française est véridique, mais au moins elle est acceptée par le peuple français qui donne donc son onction à la France pour pouvoir mener à bien cette politique. Maintenant, cette politique aussi d'influence vise les pays africains, vise le peuple africain. Comprenons qu'il y a une grosse manœuvre de communication d'influence qui est menée pour contrer et les panafricanistes et les activistes qui veulent permettre à l'Afrique de relever la tête et de reprendre une certaine part de leur souveraineté, que ce qu'elle soit monétaire, économique ou bien politique. Absolument. Merci. Sébastien, comme je vous ai en Zoom, je préfère revenir vers vous. Vous venez de suivre Harold Tagou. Est-ce qu'on peut dire qu'au-delà de l'esbrouf, peut-être même du baroud d'honneur, de ce que représente l'activisme aujourd'hui d'Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas un message subliminal, une façon de prendre l'opinion publique, non seulement française, mais également panafricaine à témoin en disant, voilà, nous on ne veut plus du franc CFA, on veut le réformer, mais c'est les pays africains qui traînent les pieds. Oui, vous m'entendez? Je pense qu'en effet, ça fait partie de la stratégie de communication. Alors, il faut quand même savoir, parce que ça, je pense que c'est pas toujours bien compris
d'un point de vue africain, c'est que, vous savez, la plupart des citoyens français, plus de 80%, n'ont jamais entendu parler du franc CFA, n'en connaissent pas les mécanismes, ne savent pas le scandale, si vous voulez, que représente cette tutelle financière. Donc évidemment, on leur fait croire, si vous voulez, comme on dit vulgairement, que des vessies sont des lanternes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et aussi un des deuxièmes, le fait, ça c'est l'ignorance, on va dire, qui est un facteur qui avantage le pouvoir en place par rapport à son maintien de cette monnaie coloniale. Et le deuxième point, c'est aussi quelque chose qui est très fort en France, c'est que justement on croit que la France aide l'Afrique, qu'il y a l'aide au développement, vous savez, cette fameuse agence française de développement, que sans nous l'Afrique ce serait encore pire parce qu'on est des bons samaritains. Monsieur Bolloré, Monsieur Bouygues et consorts qui créent ici ou là des écoles de la seconde chance, qui vont installer une borne Wi-Fi au fin fond d'un village et se faire prendre en photo. Donc il y a toute cette propagande en fait auquel sont soumis les Français et qui fait qu'ils ont disons un peu de difficulté à comprendre ce qui est réellement la politique française en Afrique, qui est une politique de pillage des matières premières et de développement de nos intérêts soi-disant économiques. Même si, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les intérêts économiques aujourd'hui qui pillent l'Afrique ne sont pas des intérêts économiques qui profitent aux citoyens français. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et la société française qui se paupérise au fur et à mesure. Donc en effet, il y a un grand élément, grande politique de propagande qui est menée par les élites françaises autour de ça. Quelques, comme vous l'avez dit, sénateurs, députés, de temps en temps, essayent d'amener cette question sur le devant de la scène, mais très difficilement. Donc c'est vrai qu'on est face à un problème d'éducation. Et je le dis souvent, il n'y aura pas de révolution ni en Afrique ni en France sans éducation. Et aujourd'hui, il faut que les Français comprennent justement quelle est cette politique qui est menée. Donc ça, c'est évidemment, et je rejoins d'ailleurs ce qu'a dit l'intervenant précédent. On ne peut être que d'accord avec lui. Après, c'est vrai qu'il faut arriver à changer le débat. Et ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de revenir à ce que disait Sylvanus Olympio, ou Modibo Keïta ou Sankara et d'autres, qui eux exprimaient une position claire, nette et précise par rapport à ce qu'est la souveraineté politique et monétaire, et que on puisse comprendre ça en France, parce que je rappelle quand même, et c'est quand même assez paradoxal, c'est que le général de Gaulle, et on sait combien malheureusement sa politique africaine peut être critiquée, bien entendu, mais est un de ceux qui a jusqu'à la fin de son mandat s'est battu contre le système financier anglais et américain pour que la Banque de France reste une banque nationale et on puisse financer notre économie. Et malheureusement, après son départ, les choses ont commencé à se dégrader. Et aujourd'hui, nous-mêmes, comme je l'ai dit, on est dans la même situation qu'avec le franc CFA. On est contrôlé par un euro supranational qui est dirigé par des banques centrales privées auxquelles les États n'ont pas le droit de donner aucune injonction, et qui est contrôlé par les marchés financiers de la City de Londres et Wall Street. Donc quelque part, et c'est ça qui est intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve, j'allais dire vous et moi, quelque part dans le même panier et dans le même combat. Alors, président Madakani, on est bien d'accord que la question du franc CFA pour la France relève d'une question de vie ou de mort, et on comprend donc pourquoi elle s'accroche à ce franc CFA-là. Mais comment est-ce que les panafricains de façon générale et les États africains qui aujourd'hui veulent recouvrer leur souveraineté monétaire, comment mettre donc en échec cette grosse campagne de communication, pour ne pas parler de propagande qu'il y a autour, visant d'une part à présenter cette réforme comme une aide en direction de l'Afrique, mais d'autre part en direction de l'opinion africaine, qui peut être demain de dire nous avons voulu engager la réforme du franc CFA telle que l'ont souhaité les Africains, mais vous voyez bien qu'ils traînent les pieds et nous on est au devant parce que chez nous on a déjà ratifié la réforme. Je voulais d'abord rassurer M. Pierre Sébastien oui. Périmoni, oui. que je partage entièrement la lecture qu'il a du combat universel. Les révolutionnaires du monde entier se donnent la main. Ouais.
et non pas s'attarder sur des attaques, parce que les attaques, il y en aura toujours. Non, sur des ghettos liés à la peau et à la naissance. Oui. Et le panafricanisme n'a rien à voir avec ça. Ouais. Il y a des gens qui veulent polluer le panafricanisme, ça n'a rien à voir avec ça. Je voulais lui rassurer pour dire que c'est clair et c'est net. Le combat, c'est l'oligarchie contre le peuple, c'est le globalisme contre la souveraineté des peuples, c'est compris et c'est clair. Et c'est évident, aujourd'hui, je suis très content de voir que lui, il a compris ça. C'est clair qu'aujourd'hui, tous les opprimés de la terre sont dans la même situation face à cette oligarchie-là. C'est clair et net. Je l'ai toujours dit ici que celui qui opprime crée les conditions par l'oppression qu'il inflige à l'opprimé de sa propre oppression. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un en esclavage, toi-même tu es un esclave. Et les peuples occidentaux, les peuples français sont tous des esclaves dans leur pays. Est-ce que Macron là, il parle au nom de quelle France? Mais la France est habitée par les Français, lui il est jupitérien, je veux que dire ça. Et c'est pas un jeu quand moi j'ai dit ça. Allez, quand Macron parle de Jupiter, allez voir comment il entre en transe. Hein. Il entre en transe. Donc, M. Macron, ce sont des gens qui ne sont pas de la terre, ce sont des étrangers, on ne sait pas d'où ils sortent, avec toute leur cohorte de globalistes là, les cas pas des banquiers privés, mais ce sont les Rothschild. Tous ces gens-là, les orphelins, toutes ces familles-là, hein, qui ont décidé, n'est-ce pas, qui se sont constitués à une espèce de super classe universelle, qui a droit de vue de mort sur le peuple et sur les nations. C'est cela qu'il s'agit. C'est cela qu'il s'agit. Donc, je voulais lui rassurer qu'il est bienvenu ici. Moi, je suis un Camerounais qui se revendique d'une tradition qu'on appelle l'épécisme, M. Bongo. Vous connaissez un vrai épéciste qui peut s'amuser à ne pas reconnaître la dette qu'il a envers Gaston Donat, Lalaurie, Soulier, pour le rôle historique qu'ils ont joué au Cameroun dans l'avènement non seulement du syndicalisme, mais dans la prise de conscience même de la lutte anticolonialiste. Donc nous, il y a des erreurs que nous ne faisons pas, M. Bongo. Donc, la radicalité envers l'impérialisme et le super-impérialisme des banquiers est une chose, mais nous ne sommes pas dans des guerres raciales. Quand c'est moi j'envoie à ce monsieur qui est en face de moi, mais on est ensemble dans le combat. Jusqu'au jour où je me rendrai compte que il est un pion. Tant qu'il n'est pas un pion, mais je marche avec lui main dans la main et nous combattons ensemble. Donc bienvenue au front, mon cher ami. Alors quand j'ai dit ça, c'est que bon, tout à l'heure je tentais de développer quelque chose. Et vous m'avez interrompu parce que vous êtes un génie tactique. C'est vous le patron ici, hein, pour me reposer la question comme vous êtes en train de la faire. Je vais dire d'autres choses fondamentales. Kagoula dit, cette ratification, je l'ai dit à l'entendre le propos, c'est un non-événement du point de vue de notre combat. Mais c'est un événement du point de vue des rapports politiques qui entre la France et les États africains. C'est ça. C'est un point. Pourquoi? C'est un non-événement sur le plan juridique, tout ça est consort, mais politiquement, ça a un sens. Au-delà du fait que Macron veut parler aux Français, mais il ne parle pas aux Français, parce qu'il s'en fout des Français. Les Français ne l'ont jamais élu. C'est dans le hold-up politique qu'ils font depuis, il faut qu'il y ait des prétextes, il faut justifier. Donc, le fond de l'affaire, c'est que Macron se donne les moyens d'entrer en guerre contre les États africains qui ne vont pas s'aligner. Parce que quand on va parler en français, on va dire c'est une loi ratifiée. C'est cela qu'il s'agit. C'est ça le problème. Au-delà de parce que quand une loi est ratifiée, mais c'est une loi, on l'applique. On l'applique. Donc demain, quand il va engager ses batailles en Afrique, personne en France, vous allez le critiquer, il va dire que non, c'est une loi ratifiée par le Parlement français. Vous allez encore dire quoi? Donc il se couvre de cette légitimité. Tu as compris, c'est d'abord une couverture, c'est ça. C'est d'abord une couverture. C'est une couverture pour continuer à engager l'État français dans des batailles qui ne concernent pas les Français. Comme c'est le cas depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est-à-dire que des gens venus d'ailleurs prennent des États en otage, les engagent dans des guerres qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des nations et des peuples, mais qui ont à voir avec les intérêts d'une race d'individus dont personne ne connaît l'origine. Et qui détestent l'être humain, qui détestent les hommes et qui aiment la guerre. Ce qui met donc en lumière la question. Comment donc se prémunir contre cette propagande? Le problème, ce qui est important dans cette affaire, c'est pas Bongo. Je l'ai dit, que les Africains voient donc. Parce que le problème est de savoir comment on sort du franc CFA. C'est ça. C'est ce qu'il y a dans la question, il y a cela derrière. Comment on sort du franc CFA? Nous, on le dit depuis que c'est compliqué. On nous a dit au départ que c'est une affaire trop technique. Et les docteurs en doctorat en Afrique effrayaient les gens avec ça. Vous comprenez?
Bon, je tiens à te dire donc que votre maître, parce que Macron, c'est le maître de certains Africains. Hein? Le maître vous dit que non, c'est pas une affaire des experts, que c'est le politique qui décide. Et que c'est une volonté politique. Voilà M. Macron qui, par une simple manœuvre politique, impose à la France, n'est-ce pas, une nouvelle aventure monétaire, n'est-ce pas, bon, une ancienne nouvelle aventure monétaire, n'est-ce pas, sous le prisme d'une réformette, une réformicide, permettez-moi d'inventer l'expression, n'est-ce pas, qui va continuer la situation d'hier. Vous comprenez? Alors, est-ce que les Africains vont encore dire qu'ils ne savent pas comment sortir du franc CFA? C'est simple, Bongo, que les présidents africains s'impliquent ce que Macron a fait. C'est aussi simple que ça. Qui se retourne vers la... Mais ça veut dire que... C'est même pas compliqué. Ça veut dire que les présidents ont des majorités dans les assemblées dans tous les pays africains. Vous allez dans tous les pays africains, là, les présidents qui sont au pouvoir ont des majorités à l'assemblée. À défaut de l'assemblée, peut-être un référendum. Non, ils vont dire que c'est compliqué. Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Ils vont dire que bon, le référendum n'est pas diplomatiquement correct. Peut-être ça peut effrayer quelqu'un. Oui. Ok, bon, pour ne pas effrayer, on ne va effrayer personne. Amenez simplement ça à votre Parlement, demandez au Parlement de voter, de ratifier, et l'affaire est terminée. C'est ça l'événement qu'il y a dans l'affaire. Ce qui est clair, vous avez dit que vous interrogez le politique. Je veux dire que ce qui est clair dans cette affaire, c'est que la France, en voulant duper les Africains, c'est-à-dire M. Macron, en voulant duper les Africains par sa sorcellerie qu'il vient de faire, son délit jupitérien l'amène à faire des bêtises. Vous voyez, non? Et comme un jupitérien ne peut pas comprendre les choses de la Terre, donc il s'enfonce. En s'enfonçant, il montre la voie à suivre. Dites-moi, si un État africain de cette fameuse zone-là, décide maintenant de consulter son Parlement et dit que, ok, voici un débat sérieux, et le Parlement dit, bon, écoutez, nous on sort du franc CFA. Dites-moi au nom de quoi? C'est vrai qu'ils sont fous. Mais Macron va dire quoi? Qui est fou? Hein? Qui est fou? Macron, c'est un fou. Ah, d'accord. Il est malade, c'est un malade mental. Donc, mais, c'est-à-dire, il aura quoi à dire? Il aura quoi à dire? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Je voudrais vous dire que M. Macron, dans sa folie, montre la voie à suivre aux Africains. Il dit comment est-ce qu'on sort d'une situation monétaire compliquée. Comment est-ce qu'on sort? Puisque le franc CFA n'a jamais été une affaire d'économie. Ça a toujours été une affaire politico-juridique. Ça dit que les peuples travaillent. Ils ont toujours travaillé, les peuples. Ce ne sont pas les docteurs d'économie qui produisent l'économie, M. Bongo. Ce ne sont pas les professeurs en professorat qui produisent la banane, le plantain. Le banane et le plantain sont produits par le travail concret des populations, des grands-mères, des paysans et consorts. Voilà les gens qui produisent la richesse. Ce ne sont pas des savants autoproclamés dans les bureaux qui rendent les peuples riches. Donc, ça toujours été ainsi. Quand la France décide en 45 de mettre ses pieds le franc CFA, c'est que on juridise l'activité économique par une convention de sorcellerie qui vole le travail des peuples et transfère ça dans un pays étranger. C'est de cela qu'il s'agit. Donc si on veut arrêter l'affaire, on refait le même processus. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc les parlements se réunissent, on dit qu'à partir d'aujourd'hui on sort du franc CFA. Mais nous on verra ce que la France va faire. Mettez, je termine, mettez les peuples africains à l'épreuve. Vous verrez si une fois qu'un président fait ça, et qu'on voit que Macron va prendre l'avion, les avions de guerre, pour nous bombarder, mais eh bien le monde entier verra. On verra. Donc, le franc CFA est mort. Même par cette procédure de ratification. Macron tue encore le franc CFA. Il tue ça. Et il rend désormais facile le processus en Afrique pour en sortir, M. Bongo. C'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est clair et c'est net. C'est le plus compliqué. Alors moi je voudrais dire une chose. Tout à l'heure, monsieur, je termine. Puisque vous voulez, allez-y. Merci. Tout à l'heure, Sébastien Périmoni a convoqué les articles, les pirouettes juridiques par lesquelles la France change, c'est-à-dire enlève la... C'est-à-dire, il donne ce qu'il donne par la main gauche, et il reprend tout par la main droite. Et il prend même plus ce qu'il a donné par la main droite. C'est ce qu'il vous a dit là. L'article 4, 5. 4 et 5. Il vous dit clairement, 8 et 8, que l'écho est pire que le franc CFA. C'est ce qu'il vous dit. Alors qu'est-ce qu'il fait? On vous dit personnalité indépendante, M. Bongo. Rappelez-vous très bien d'où ça sort. C'est qu'à l'époque, quand le débat était chaud, M. Macron est allé chercher Dominique Strauss-Kahn. Vous le connaissez, non? Tout à fait. Bon, on va rester poli. Voilà. Le directeur déchu du FMI. Très bien, je préfère que je m'aligne dans votre ligne de politesse. Pour ne pas dire plus. Alors, on est venu nous effrayer que bon, comme c'est un savant en économie, quand il va parler, on va être effrayé. Et comme par hasard, c'était la proposition phare de M. Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Allez-y, il faut suivre ces gens-là. C'est qu'il avait dit qu'il faut une personnalité indépendante. Mais pas possible. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a une personnalité indépendante entre une affaire des monnaies des pays africains? C'est quoi ce concept de personnalité indépendante? Ça sort d'où? Ça montre à quel niveau cette affaire-là, mais c'est la magie.
Ça montre à quel niveau, mais on ne comprend pas comment un pays montre au monde entier que s'il n'existe en tant qu'État qu'en parasitant d'autres pays. Ben, l'État français est un parasite sur le plan historique. Il ne peut pas vivre sans d'autres pays, sans les pays africains. Dites-moi par quelle magie on peut dire que bon, les pays africains veulent leur monnaie. Et Dominique Strauss-Kahn, qui n'est pas très intelligent, il dit que mais, il faut mettre une personnalité indépendante, n'est-ce pas, dans les conseils d'administration pour, n'est-ce pas, s'assurer que les Africains gèrent bien la monnaie. Eh bien, M. Macron prend ça. Et qu'est-ce qu'on voit? La curiosité des personnalités indépendantes et une pirouette simplement pour amener la France. Pour amener la France, n'est-ce pas, en toute puissance, n'est-ce pas, dans la nouvelle, entre guillemets, communauté monétaire. Donc vous voyez comment, à quoi servent les experts. Vous voyez comment, quand on veut duper les peuples, on sort les figures des experts qui viennent effrayer les peuples, alors que les experts ils ne savent jamais rien. Ils ne savent pas grand-chose. Les experts sont les employés des peuples. On les vit quand on veut, à tout moment. On les vit quand on veut. Ils n'ont pas de leçons à donner au peuple. Les peuples sont toujours plus intelligents que les experts, puisqu'en tout cas, c'est eux qui payent le prix. C'est eux qui payent le prix. Donc, M. Bongo, cette affaire-là, du bout en bout, ça a été une escroquerie extraordinaire de bout en bout. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est quoi? C'est que personne ne va dire qu'il ne voit plus. C'est-à-dire que aucun Africain, même le plus francophile, même le plus pro-impérialiste, ne peut plus dire que ça. Le monde entier voit ici. Il n'y a pas à accuser les présidents africains. On va les accuser parce que, bon, pour une fois, ils ne veulent pas imiter Macron. C'est-à-dire convoquer le Parlement. Vous comprenez? Mais je vais vous dire pourquoi il y a tous ces chape de plomb qui pèsent. Alors que sur le plan formel, le chemin est balisé. Vous direz ça tout à l'heure. Merci. Je vous dirai ça tout à l'heure. Je voudrais d'abord retrouver Issa Cissé. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau d'Afrique Média à travers Zoom. Alors, vous avez suivi, je suppose, quelques intervenants. On a vu en 2020 le président Ouattara, au sorti d'un entretien à l'Élysée, dire que le franc CFA était une monnaie solide, viable, et qu'on n'avait pas besoin d'en sortir. Et quelques mois plus tard, on l'a vu avec Macron annoncer la fin du franc CFA et la naissance de l'éco. Et vous avez donc suivi l'activisme, vous suivez l'activisme du président français sur ce dossier. Et je vous pose simplement la question, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la question du franc CFA a du mal à être posée dans le débat public par les pays concernés? Et je salue tous les auditeurs Afrique Média et je salue mon confrère le français. Et je dis aujourd'hui, ce débat doit être parlé par les Africains et non par la politique française. L'Afrique a eu un contrat de 1945 en 2020 avec la France pour la création du franc CFA. En 2020, les Africains devraient prendre leurs responsabilités, voir si on a réussi dans le franc CFA ou on quitte le franc CFA. Et pourquoi la France s'impose, s'intercale aujourd'hui à l'avenir de tout un continent. Parce que pourquoi la France a sa part de gâteau dans le franc CFA. La France marche avec 440 milliards au détriment du peuple africain grâce au franc CFA. Nous avons dit, l'Afrique aujourd'hui s'est réunie. C'est le mot éco, vient du programme de la CEDEAO. Ce n'est pas créé par la France. C'est la CEDEAO qui a dit, après les 75 ans, l'Afrique créera son propre monnaie qui s'appellera ECO. Alassane Ouattara et Macky Sall ont volé le nom en attribuant à la politique française pour dire qu'aujourd'hui qu'on va changer le conseil d'administration du CFA en créant l'ECO. Nous ne voulons pas. On veut que l'Afrique soit garant de son propre monnaie. L'Afrique est premier producteur d'or mondial. L'Afrique a toutes les potentialités aujourd'hui de garantir sa propre monnaie et créer. Mais en créant ça, c'est la France qui va chuter au 27e rang économique. Et l'Afrique serait devant 18e rang monétaire dans le monde. Nous, on va dépenser la Suisse, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Et ça va faire mal à la France, à l'économie française. Voilà pourquoi ils ont tenu qu'Alassane Ouattara et Macky Sall font tout pour bloquer le programme de la CEDEAO pour la création de notre propre monnaie. Nous ne voulons plus que notre argent soit produit en France, que le conseil d'administration de l'ECO soit tenu par la politique française. Nous ne voulons pas que ça soit produit en France, on veut que ça soit produit sur le sol africain. Que l'Afrique garantisse ces trucs. Ça pose problème à qui? C'est la France qui dit que l'Afrique est sous-développée. Les Africains ont la solution pour leur développement. Pourquoi ça pose problème à la politique française? Voilà tout simplement
que la France vit aux dépens vraiment du continent africain. C'est ce qu'on dit non aujourd'hui. Nous voulons notre propre indépendance économique. En créant ça, il n'y aura plus de coup d'État en Afrique, il n'y aura plus de conflit en Afrique, parce que la France chemalière ne va plus produire notre monnaie. La France garantit le franc CFA. Le franc CFA n'est pas consommé en France. Il n'est pas consommé partout dans le monde entier. Pourquoi on va continuer à persévérer dans ça? Parce que Macky Sall et Alassane Ouattara, ce ne sont que la poursuite du précaré français maintenu en Afrique et tenu par Houphouët-Boigny. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les Africains se veillent, que les Ivoiriens disent non à Alassane Ouattara. Il n'est pas là vraiment pour pénaliser l'Afrique au détriment de la France. Nous, les Africains, on a besoin d'un développement. On veut rehausser notre vie. Mais on ne peut pas le faire tant qu'on est maintenu par la France. C'est ça qui doit faire mal. Et c'est ce qui fait mal à la politique française aujourd'hui. Sarkozy a dit en son temps, on ne laissera jamais les pays africains de produire leur propre monnaie. Voilà la question. Ça fait mal à la politique française et ça va chuter l'économie française. C'est ça qui est le problème. Et l'éco n'est pas leur création. L'éco est le système vraiment du Fonds monétaire africain, CEDEAO. Donc, qui nous laisse, le contrat, il est fini. On va plus aller fabriquer notre monnaie en France. Il ne faut pas que la politique française siège dans notre conseil d'administration. On ne veut pas de gagnant-gagnant avec eux. L'Afrique va produire son argent sous le sol africain. La garantie, on est majeur aujourd'hui pour garantir notre monnaie. C'est ce qui nous donne droit à aller au-delà vraiment des pays émergents. Voilà les problèmes. Donc que Macron cesse de nous envoyer tous ces poussières-là, ça ne sert absolument à rien. Afrique Média est là aujourd'hui. C'est un média qui nous permet aux Africains de nous donner la parole. Que les médias d'enfumage, des médias mensongères ne nous permettaient pas de parler. Aujourd'hui, grâce à Afrique Média, les Africains seront informés de notre propre avenir, de notre devenir. Nous voulons un partenariat avec la France, mais que la France arrête de s'immiscer dans le problème des Africains. On est majeur. En France, un enfant est majeur à l'âge de 18 ans. Il prend ses responsabilités. L'Afrique est indépendante il y a 60 ans. Il faut que Macron, un jeune Macron, qui dit au peuple africain de faire ce qui est bon pour nous. Non. Il n'en est plus question. Les Africains prendront notre responsabilité. On est jumelé avec la France des années. Ça n'a pas marché. Il faut que la France cesse d'immiscer vraiment dans les affaires africaines. Nous voulons notre indépendance. Nous voulons notre indépendance économique. L'Afrique a toutes les potentialités de grandir sa propre monnaie. Ce n'est pas à la France de nous grandir. La France prend 65% de notre budget. C'est ce qui appauvrit l'Afrique aujourd'hui. On ne veut plus ça. La France gagne 440 milliards sur le franc CFA. Les Africains n'arrivent même pas à manger ces œufs. Et ce sont ces mêmes Français qui critiquent les Africains. Nous sommes un pays pauvre, on est ceci, on est cela. Parce que notre monnaie se trouve à la trésor française. Nous ne voulons plus de garantie. On veut que l'Afrique siège dans notre propre conseil d'administration et que l'Afrique garantisse notre monnaie. Et nous allons monter de haut de tout ce que la politique française voit vraiment de très loin, la négativité sur le peuple africain. On ne veut plus. Alassane Ouattara, Macky Sall, le précaré français, ce sont eux qui nous obligent aujourd'hui à y aller. Le problème d'ECO, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit les 14 pays africains d'abord. Nous allons tester ECO. Et si ça marche, il y a l'Afrique équatoriale qui rentrera. On ne veut pas. Le Ghana, le Nigeria ont montré le ton en disant si on reste dans le franc CFA, et ils ne vont jamais coopérer avec l'Afrique. Donc nous voulons suivre et poursuivre avec le Nigeria, le Ghana, pour la création de notre propre monnaie sur notre sol et pour nous défaire de la politique d'autruche menée par la politique française aux hommes politiques français. Voilà la réalité de notre continent aujourd'hui. L'Afrique ne va plus se laisser faire et embobiner, traîner par la politique française. On veut qu'ils enlèvent leurs genoux sous le cou des Africains. L'Afrique a toutes les potentialités pour être un continent émergent et mettre la position française qui est tenue par les Africains à l'ONU. La France ne veut pas. S'il n'est plus avec les 14 pays africains, il n'aura plus de place de choix à l'ONU.
Nous voulons notre propre place de choix à l'ONU aujourd'hui. C'est ça la réalité de l'Afrique et le continent africain. Je vous remercie. Merci à vous, Issa Cissé, analyste donc panafricaniste. Vous avez, me semble-t-il, bien rattrapé votre retard dans la prise de parole, un jet plutôt très dense. Sébastien Perimoni, je voudrais savoir, aujourd'hui, est-ce que l'un des mérites du traité, de la ratification de la réforme du franc CFA par le Parlement français, est-ce que l'un des mérites n'est-il pas d'indiquer aux dirigeants africains la voie à suivre? Est-ce que, selon vous, les pays africains ne devraient pas suivre cette voie en inscrivant cette question au débat public ou, à tout le moins, en demandant à leurs différents parlements de ratifier ou non cette réforme? Est-ce que ce n'est pas la voie à suivre? Oui. Alors, je pense que malheureusement, c'est un petit peu comme on a eu le cas avec le traité de Lisbonne qui a fait adopter Sarkozy alors que les Français avaient voté non par référendum. Je pense que si on demande au peuple africain, et je peux vous le dire en tout cas pour ce qui concerne le Mali d'où je reviens, je pense que le résultat sera tout simplement éclatant et tout le monde s'opposera justement au maintien de cet esclavage monétaire. Donc ça, c'est un premier point. Après, je pense qu'il faut arriver à... on est sur une chaîne panafricaine. Je pense qu'il faut arriver à repositionner le débat, non plus du point de vue du rapport de force en fait entre la France et ces États africains qui sont sous la curatelle du franc CFA, mais d'un point de vue de la mobilisation des populations et pour avoir leur souveraineté monétaire. On l'a vu au moment des indépendances. La bataille a été menée, la bataille a été réussie dans certains États en sont sortis du franc CFA. Malheureusement, là, il y a eu des contre-attaques. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est à nouveau on pourrait dire dans un état d'esprit des indépendances, ou un état d'esprit des nouvelles indépendances, avec des gens tout à fait compétents. J'ai eu la chance de rencontrer des gens au Mali qui sont d'ailleurs membres du CNT, le Conseil national de transition, comme Amina Fofana, comme Adama Ben Diarra, qui sont des gens qui sont justement représentants de cette voix de la population qu'on n'entend pas et qui eux sont tout à fait compétents et capables de mettre en place ces réformes sans rien attendre de personne. Vous savez, il y a un proverbe que j'aime beaucoup en Afrique qui dit « Ne te laisse pas lécher par qui peut t'avaler ». Et je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se laisse amadouer, séduire par les salaires qu'on peut toucher à la CEDEAO, les différents moyens de corruption que la France exerce sur les dirigeants de manière générale, je pense que vous vous ferez avaler. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle indépendance qui va émerger d'un point de vue de la population africaine. Je pense que les populations aujourd'hui sont très conscientes de ce qui se passe. Alors on cite souvent Macky Sall et Ouattara, mais vous savez, on n'entend pas non plus beaucoup de résistance du côté du Gabon, du Tchad, du Cameroun ou du Congo-Brazzaville. Donc il faut bien voir que c'est un problème quand même global, mais qu'aujourd'hui, je pense que la souveraineté recouvrée des nations africaines passera par une mobilisation populaire et justement le soutien des gens qui défendent cette souveraineté, un petit peu d'ailleurs comme en France, où les gilets jaunes se battent pour sortir de l'euro et de soutenir des candidats qui vont dans cette direction-là. Donc je pense qu'il faut placer le débat de ce point de vue-là, d'un point de vue d'un combat à mener pour récupérer cette souveraineté et pas dans l'attente. Alors, quelques petites perturbations, mais qui n'enlèvent rien à la quintessence de ce que Sébastien Perimoni a dit. Harold Tagou, vous, en tant que technocrate, les gens, président Banakani, vous l'avez suivi, ont cette question de personnalité indépendante, comme si il fallait absolument infantiliser les pays africains. Pourtant, dans la CEDEAO, dans la zone CEDEAO, il y a bien des pays qui ont leur monnaie et qui conduisent de façon plutôt très bien cette politique monétaire-là. Mais comme vous l'avez dit, il s'agit simplement, pas simplement d'une question de monnaie, mais également une question d'économie. Mais il y a aussi une question politique, parce que la monnaie, c'est d'abord une politique. En effet, je pense que nous ne devons pas perdre de vue que
la France se situe parmi les pays occidentaux, comme on appelle les puissances occidentales. C'est ça. Et lorsque nous parlons de puissance, nous parlons d'un État qui a la capacité de soumettre à sa volonté un autre État, soit par des promesses de bienfaits, soit par un bâton de représailles. Je pense que Sébastien Périmoni nous l'a dit tout à l'heure, il y a des États qui sont bien sortis du franc CFA, mais il y a eu des mesures de rétorsion par la suite. Comme la Guinée, par exemple. Alors, est-ce que le combat, voilà, alors le seul combat est-il de sortir du franc CFA? Si c'est ça notre objectif stratégique, nous risquons de passer à côté de quelque chose, parce que nous allons sortir et nous allons avoir un coup de massue sur le dos. Je vous mets au défi de compter, d'acheter du pain actuellement au Zimbabwe, avec, je veux dire, leur monnaie est tellement dévaluée que lorsque vous entendez les montants pour une baguette de pain, vous avez l'impression que c'est excessivement cher. Pourtant, c'est juste un coup de force des puissances occidentales. Quels sont les pièges à éviter? Alors, les pièges à éviter, je voudrais dire que dans l'approche, dans la réponse, il faut d'abord prendre en compte le fait que le système monétaire mondial n'a pas été créé, conçu pour permettre à l'Afrique de se développer et d'atteindre une souveraineté. C'est important. Okay? Il repose sur des règles de change strictes. On parle notamment de l'utilisation du dollar comme monnaie de référence, etc. Et elle court tout à l'avantage des puissances occidentales. Cependant, nous voyons des pays comme la Chine qui, à travers des manœuvres telles que la Russie commence à faire des alternatives. Effectivement. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas s'insérer dans cette... Alors, on pourrait. Il faut trouver la stratégie. Je vais remonter aux années 1877, lorsque les Anglais, les Français, les Américains sont en train de vouloir prendre propriété au Japon. C'est-à-dire qu'ils sont en train de percer le marché japonais, ils veulent prendre le contrôle des grandes entreprises, ils veulent prendre le contrôle des nouveaux ports qui sont créés, ils veulent prendre le contrôle de l'industrie. L'empereur du Japon, face à cette attaque commerciale qu'il prévoit, il décide de nationaliser certains actifs et d'interdire en fait que, du moins, il établit une stratégie pour permettre que les actifs stratégiques de l'État ou bien des grandes entreprises ne tombent pas aux mains des Occidentaux. Ensuite, il a copié leur modus operandi en matière de développement commercial. Et en 100 ans, quand on se retrouve dans les années 1980, le Japon est la deuxième puissance économique au monde. Nous avons la même chose aujourd'hui avec la Chine, qui est littéralement la première puissance économique mondiale, malgré toutes les manœuvres que les pays occidentaux ont fait pour nous garder en dessous du seuil de pauvreté. Alors, je voudrais sortir une petite anecdote. En 1971, quelques temps après la fin du système Bretton Woods, vous avez John Connally, le secrétaire d'État au Trésor américain, lors d'une réunion avec les ministres des Finances des pays occidentaux, il déclarait quelque chose d'impressionnant. Le dollar est notre monnaie, mais votre problème. Et je pense que lorsque nous élargissons cela avec les différentes monnaies, francs CFA, éco, euro, dollar et tout, on se rend compte que la chose n'a pas réellement changé. Je vais vous citer quelque chose, une théorie, une légère théorie très rapidement. Vous voyez, les rapports entre les États, aujourd'hui, vous avez les États pauvres et les États riches. Les États pauvres, vous savez, quand vous n'avez pas assez d'argent, vous épargnez votre argent. Parce que vous n'avez pas assez d'idées. Comment le rentabiliser? Voilà, pour pouvoir le rentabiliser. Mais il y a les riches qui ont souvent plus d'idées que d'argent qu'ils possèdent réellement. Alors ils vont aller à travers le processus du prêt récupérer l'argent que les pauvres ont emmagasiné pour investir et soumettre encore ces pauvres à la pauvreté. Alors vous allez, dans votre pauvreté, aller louer dans un appartement qui est loué, qui a été créé, construit, voilà, par quelqu'un qui a utilisé votre argent. C'est ça. Et le bailleur n'est pas facile. Ok. Alors, imaginez que le pauvre là représente les pays africains, et les riches représentent les pays occidentaux, les maîtres penseurs du système monétaire mondial. Représentez-vous un peu la banque où on stocke et on récupère l'argent par des organismes tels que le FMI, Banque mondiale, IFC et autres. Donc, vous comprenez que toute stratégie de défense doit reposer d'abord sur une compréhension totale du mécanisme d'attaque. C'est ça. Ok, maintenant, comment relever la tête? Comment sortir de là? Il faudrait prendre en compte, à mon avis, des sciences telles que la syndynique qui ont été largement exploitées par les Occidentaux. La syndynique, c'est la science qui étudie les dangers. Elle vient du grec kindinos, qui veut dire danger. Et alors, pourquoi prendre en compte ce genre de science? Parce que, comme je disais tout à l'heure, si nous sortons du franc CFA, est-ce la fin du combat?
qu'est-ce qui vient après? Il faut qu'on comprenne les enjeux. Il faut qu'on comprenne les défis à venir. Et pour s'aider dans cela, nous allons prendre une autre chose. Vous entendez tous les jours stratégie prospective, vous entendez analyse prospective et tout. C'est quoi la prospective? C'est la capacité de rechercher à partir du présent et du passé les futurs possibles et de chercher le futur souhaitable ainsi que les moyens d'y arriver. Quel est le futur que nous souhaitons? Nous voulons l'indépendance, nous voulons la souveraineté de l'Afrique. Quel est l'état actuel? Nous sommes encore littéralement dans un état d'esclavage, que ce soit sur le plan monétaire ou politique, parce que, disons-le, ce n'est pas les pays africains qui jusqu'à présent décident de la politique ou même des politiques dans leur pays. Alors, il faudrait avoir une vue stratégique à ce niveau, pouvoir comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation et faire des analyses et ainsi définir quel est le meilleur chemin pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes. Ce qui est sûr, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que c'était un extrait du livre « Ce que nos présidents ignorent » de l'illustre Dr Youm, qui est un leader en renseignement d'affaires. Alors, quand je lis ces livres, je comprends que l'Afrique peut réellement se relever et ça ne prendra pas 100 ans. Parce que d'autres pays ont fait la marche et l'ont réussi malgré toutes les conditions. Remarquez à ce titre que le centre économique du monde n'est plus l'Occident. Le centre économique du monde, c'est l'Asie. Et la balance commerciale, ou le PIB du moins mondial, se déplace de plus en plus vers l'Asie, qui, il y a 30 ans, était une zone extrêmement pauvre. Et l'Afrique, c'est la destination de demain. Voilà. Il faudrait peut-être compléter pour que... Exactement, parce que c'est l'Afrique qui détient les matières. C'est l'Asie aujourd'hui, mais c'est l'Afrique qui détient les matières premières. L'Afrique a un peuple jeune, dynamique, capable de travailler. Cette jeunesse peut être mise en mouvement pour atteindre les objectifs stratégiques. Mais il faut pour cela que nous prenions maintenant les bonnes décisions. Merci. Il faudrait que nous prenions maintenant les bonnes décisions. Docteur Simon Basilikine, quelles seront donc ces bonnes décisions qu'il faut prendre maintenant? Parce qu'entendre Harold Tagou, on pourrait penser que c'est un discours pessimiste, mais il n'en est rien. C'est peut-être une démarche méthodique. Je crois que c'est même une mise en garde. C'est-à-dire que nos malheurs, à nous autres, les 15 pays qui appartenons à la France, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, nos malheurs viennent de ce que notre monnaie n'est pas notre propriété et que la France dispose par le truchement de cette monnaie de manipuler en quelque sorte toutes les décisions économiques que nous sommes susceptibles de prendre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il en soit ainsi? La première chose, c'est se jeter à l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, soit parce qu'on n'est pas prêt, soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on a peur des représailles. On ne peut pas dire renvoyons le combat dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce serait suicidaire. Il faut bien parce commencer à un moment donné. Pendant ce temps-là, ceux qui nous dominent et nous exploitent aujourd'hui auront mis à profit ce temps pour améliorer encore les moyens de nous tenir. Mais ce qu'il faut donc faire, c'est, première chose, vraiment de couper le cordon ombilical avec la France. Mais il faudrait pour cela que les groupes, les 15 pays concernés se concertent et se mettent ensemble. Parce que la Guinée, le Mali, avant eux, le Togo, puis tout récemment la Côte d'Ivoire de Ouattara, avaient envisagé de quitter le franc CFA. Eh bien, pour la Guinée de Conakry, de Sékou Touré, il faut dire que c'était le Sénégal à l'ouest et la Côte d'Ivoire au sud qui ont boycotté, qui se sont organisés pour que la stratégie de Sékou Touré n'aboutisse pas. Et il en est de même, parce que si tout d'un coup on est allé chercher M. Ouattara d'un autre pays pour en faire le président de Côte d'Ivoire, c'est bien parce qu'on voyait venir une solution au problème qui était le nôtre. En tout état de cause, je dis ce qu'il conviendrait de faire, ce n'est pas la stratégie actuelle par laquelle, dès que M. Macron et M. Ouattara
Abidjan ont déclaré leurs intentions, eh bien, les autres États, on ne les a pas vus ni s'opposer, ni approuver. Et l'Afrique centrale, qui est à quelques encablures de là, est encore plus silencieuse que jamais. Ce n'est pas par le silence qu'on résout ces problèmes-là. C'est en mettant en place des systèmes, des stratégies. Vous voyez, la Chine s'en est sortie, non pas parce qu'elle a simplement, elle a décidé de faire venir chez elle la technologie occidentale avec les bas salaires, et à partir de là, elle a pu opérer le transfert de technologie. Ce n'est pas la même chose que nous devons faire, mais ce qu'il faudrait, je crois que le jeune homme, Monsieur Tagou, oui, a posé un problème essentiel. Eh bien, il faudrait que nous consacrions davantage d'énergie pour réfléchir et prendre très rapidement une décision. Reculer dans le temps serait encore plus dangereux que la situation, le statu quo ante. Merci. Nous allons certainement sortir de cette première thématique, mais vous le savez déjà, chers téléspectateurs, vous devez nous appeler. Alors, président Badakani, il faut prendre les bonnes décisions et vous dites, vous, que il va être difficile pour les présidents africains de suivre l'exemple de Emmanuel Macron en appelant son Parlement à ratifier la sortie du franc CFA et en tout cas, la pseudo-réforme du franc CFA qui devrait aboutir à l'éco. Pourquoi? D'abord, M. Bongo, permettez-moi rapidement de revenir très rapidement d'enrichir certains propos qui m'ont précédé. Avant de répondre à votre question. D'abord, je voudrais... Président, je sais que vous êtes un homme conciliant. Eh bien, Président, c'était parti pour un sujet d'accueil, mais nous en avons fait un sujet plutôt long. Eh bien, Président Banakani, vous avez la parole pour conclure cette thématique. Non, je ne veux pas revenir sur Ousmane. J'ai déjà, si vous avez interpellé mes frères sénégalais sur leur démocratie néocoloniale et l'assurance que ça allait conduire à l'enfer. Je l'ai dit depuis très longtemps. Parce que les fausses attenances qui sont organisées par Paris, c'est pour aboutir à des choses comme ça. Donc je suis en train de dire, M. Bongo, que rapidement, je voudrais liquider d'autres choses, pas liquider, enrichir. Enrichir ce qui m'a précédé. D'abord, mon ami Cissé, c'est pas 400 milliards de francs. C'est pas 400 milliards de dollars qu'on nous vole par an. Non, c'est pas vrai. C'est plus que ça. Ça, c'est le reliquat après bilan. Ça, c'est le reliquat après bilan. 400 milliards, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on nous vole. C'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. Donc, c'est clair et net. Mon ami Pierre Sébastien Périmoni. Oui. Non. On ne peut pas comparer l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest. C'est pas possible. Si sur le plan général, il y a des similitudes historiques qui sont claires, mais la situation actuelle, les deux ne sont pas comparables. Pourquoi? Moi, je vais être simple et concret. Si M. Macron est allé à Abidjan, c'est parce qu'il ne peut pas venir à l'Afrique centrale. C'est simple que ça. C'est un fait. Il est plus à l'aise à Abidjan pour fêter l'anniversaire qu'en Afrique centrale, qu'à Yaoundé, qu'ailleurs. C'est un fait qui saute aux yeux. Là où aujourd'hui il y a une résistance claire à la France, même si elle est silencieuse du point de vue des États, mais au point des peuples, c'est clair. Les dynamiques panafricanistes sont assumées depuis 10 ans à l'Afrique centrale, au niveau des peuples, et vous le savez très bien. Et puis là où il y a la résistance, même au niveau officiel, silencieusement, c'est l'Afrique centrale. C'est un fait, c'est l'Afrique centrale. À partir du moment où des dirigeants ne courent pas pour aller embrasser M. Macron et sa réforme, ça veut dire qu'il résiste. Sous des contraintes terribles que nous connaissons, ça veut dire qu'ils résistent. Vous avez des pays qui, pendant qu'ils résistent, font face à des rébellions, à des projets séparatistes, ils ont des frontières en feu et à sang, tout ça organisé par la France, parce qu'ils résistent. Donc on peut comparer les deux, c'est-à-dire, je veux dire que sur le plan général, certes, les similitudes historiques sont claires, il y a un silence des dirigeants qui est clair, ils ne parlent pas, mais même ça, à l'Afrique centrale, vous allez faire, le président Déby a pris des positions claires sur le franc CFA, public. Il a pris des positions publiques claires sur le franc CFA. On ne peut pas nier ça. Le président camerounais, pendant près de 8 ans, ne versait pas les réserves dans le compte d'opération. Vous allez dans les chiffres de la BR, vous allez voir ça. Il ne versait pas. Sans faire le bruit, il ne versait pas. Malgré les pressions de la France, il ne versait pas. Donc pour dire que
il y a ces choses-là, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons officiellement, mais on va comparer les deux. Le niveau de néocolonialisme qu'il y a en Afrique de l'Ouest, mais c'est pas possible. Mais en Afrique de l'Ouest, vous avez de nouveaux présidents qui arrivent 3, 4, 5 à la fin, vous avez au moins 20, 30 ans d'alternance, où les gens arrivent, mais ils vous célèbrent la France. Ils célèbrent la France. Hein? Monsieur Ouattara a battu tous les records que le monde connaît. Monsieur Macky Sall, n'en parlons pas. Vous allez au Burkina Faso partout, mais cette alternance me sert à quoi? À la fin. Donc, moi, je dis que les deux zones, donc les deux sous-zones ne sont pas comparables. C'est un sous. Donc, c'est les choses quand même qu'il faut voir. Donc, j'étais en train de dire donc, pour dire que, à mon ami Tago, que votre position est très pertinente sur le plan intellectuel. Sur le plan de l'idéologie? Non, non. Analyse économico-économique, parlons comme ça. Ben, c'est ça le problème qu'il y a justement avec certains experts. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un cadre théorique, si on est enfermé dans un cadre théorique, mais il ne s'agit pas d'un cadre théorique, il s'agit des peuples. Il s'agit des nations et des peuples. On ne peut pas décréter la fermeture des perspectives des peuples par le simple en disant que non, si on sort du franc CFA, on va où? Que c'est dur. Que c'est trop dur, on va faire quoi? Non. 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 Je prendrai deux exemples, M. Bongo. Deux images. Et mon ami Tago me comprendra très bien. Un bébé, quand il vous voit debout, il est incapable de marcher. Mais le fait de vous voir debout est le moteur psychologique qui le pousse à se lever, à marcher. Et ce n'est pas le fait de tomber qui va l'empêcher de recommencer le projet de marcher. Parce qu'il n'est pas homme s'il ne marche pas. C'est-à-dire, sa tension naturelle, c'est de le propulser dans la marche. Donc, c'est empêcher le bébé de marcher, c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il va tomber 4-5 fois, mais en marchant, il est homme. Et il sera heureux de ça. C'est comme l'esclave. L'esclave, quand il est dans la plantation du maître, il n'est rien. Il n'a rien. Mais c'est insupportable sa condition. Vous ne lui dites pas que accepte l'esclavage parce que si tu sors, tu vas faire quoi? Que c'est pas la peine d'essayer de... Non, que si tu sors, tu vas faire quoi? Je vous dis qu'il y a le moment dans l'histoire où le saut dans l'inconnu est mieux que de rester dans un connu qu'est l'esclavage. Il y a le moment dans l'histoire où le saut dans un inconnu est mieux que de rester dans un connu comme ce que la France nous sert là. Il n'y a rien de pire que de continuer à vivre ça. Et d'ailleurs, tous les réalistes là, tous ceux qui nous ont dit depuis 60 ans, 50 ans, non, que vous êtes trop... Il ne faut pas être passionné, il faut être réaliste. Mais c'est bien. Mais le réalisme nous a conduit à la crise. À des crises graves, M. Bongo. Et maintenant, c'est plus grave parce que M. Macron est en tête des projets qui consistent à nous dire que mais non seulement on était esclaves hier, mon cher Sébastien, avec les perspectives claires que bon, on peut se libérer un jour, mais maintenant, le projet de transhumanisation que vous connaissez très bien, avec la mutation génétique qu'on veut nous imposer, vise à faire de nous des esclaves éternels. Mais voilà là où nous a conduit le fait que non, il faut rester réaliste, il ne faut pas aller dire on ne sait pas où on part. Il faut sortir du franc CFA. C'est-à-dire que pour commencer à exister, on sort d'abord, il faut sortir de là. Il faut sortir cette affaire. C'est vrai qu'il faut prendre en compte ce qu'a dit il nous attire l'attention sur, par exemple, les cas comme le Zimbabwe, où vous avez des superinflations, il faut des valises d'argent, il faut on appelle ça même, des brouettes pour porter, pour aller acheter un bout de pain. Oui, mais les contextes et les conditions de chaque pays ne sont pas les mêmes. On peut expliquer pourquoi au Zimbabwe, il y a eu comme ça. Les conditions dans lesquelles l'économie zimbabwéenne s'est effondrée, sa structure économique peut expliquer ça. Mais il y a d'autres exemples ailleurs où ça ne s'est pas passé comme ça. Monsieur Bongo. Tout à fait. Au Ghana, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout à fait. Par exemple. Même la Guinée-Conakry, où il y a eu la pire des choses. Ça ne s'est pas passé comme ça en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, les Guinéens, si vous allez voir le président Alpha Condé, une des choses dont il est fier, c'est l'héritage monétaire. Absolument. Et c'est l'héritage monétaire, ça lui fait plaisir aujourd'hui. Il a dit lui-même, quand vous le voyez, il vous dit ça, que vraiment, moi j'étais contre Sékou Touré, mais il m'a laissé quand même une chose aujourd'hui dont je suis fier. Et quand vous allez en Guinée, bon, vous y allez tout le temps, vous voyez la différence qu'il y a entre avoir sa monnaie et ne pas avoir sa monnaie. Non, moi je pense que ce sont les peuples qui travaillent. Ce sont les peuples qui assument des choses. Ce sont les peuples qui font l'histoire. Certes, dans un jeu de wagon avec les élites, mais les élites ne valent que parce qu'elles sont au service du peuple, ou bien elles ne sont pas au service du peuple. Donc moi je pense que M. Bongo, comment je veux dire ça? Les pays africains, s'ils sortent du franc CFA, dans les conditions actuelles, leur situation sera mieux que quand ils sont dans le franc CFA. Et 1000 fois mieux. Je vous dis 1000 fois mieux.
Parce que les conditions d'aujourd'hui ne sont pas les conditions d'hier quand même. Le niveau de représailles que la France peut opposer aujourd'hui à un pays africain, c'est pas comme hier. Ce sont des faits. Elle n'a plus la capacité de faire ce qu'elle voulait hier. Sinon, vous êtes c'est plus président au Mali, en Centrafrique. Sinon, les Maliens n'ont pas fait leur semi-révolution. Sinon, dans beaucoup de choses de la France, on aurait coupé la tête des présidents. D'abord, au début, c'est le président au Tchad. Une fois que l'on aurait parlé de France, au lendemain, on trouverait son cadavre. Les conditions ont changé. On est dans un monde, entre guillemets, relativement un peu plus ouvert qu'avant. Aujourd'hui, en Centrafrique, M. Touadéra peut tenir la tête parce qu'il a diversifié géopolitiquement son pays. La présence russe lui permet de respirer. Il y a beaucoup d'alliances, qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer, mais accepter la perspective de rester dans le franc CFA. Oh ben dis donc. C'est se boucher l'horizon. Vous êtes gentil. Se boucher l'horizon. Non, c'est la mort. Merci, merci. Il n'y a donc plus de règlement. De nombreux panafricanistes pensent à une rupture complète et immédiate avec la France. L'écho de la CEDEAO est lui-même dans l'impasse plombée par la position du Nigeria et du Ghana, les deux géants de cette sous-région. En Afrique centrale, le franc CFA semble ne plus avoir longue vie. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.